La voix du Mali vient juste de sonner à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Sans langue de bois et dans un style qui lui est propre, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a dénoncé la formule de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale vis-à-vis des pays de l'AES. Notre pays va s'assumer pour restaurer sa souveraineté. Les douanes maliennes célèbrent ce samedi 27 septembre les 65 ans de sa création. Que de réformes majeures entreprises pour asseoir l'économie malienne. Les recettes des douanes sont passées de 35 milliards de francs CFA en 1990 à 884 milliards en 2024. Les festivités seront marquées par l'inauguration du complexe nautique de la Direction générale des douanes. La grande messe juvénile de l'ERTM a connu son épilogue hier au Palais de la Culture. Pendant près de 3 mois, la jeunesse a rivalisé dans plusieurs disciplines, notamment la culture générale, le slam, la poésie. La finale de Maxi Vacances était présidée par le ministre en charge de la jeunesse et en présence du directeur général de l'ERTM. Vous servir est un réel plaisir. Merci pour la confiance renouvelée à la grande édition de ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communication. Avec moi dans ce studio, Mahamadou Kone. Bonsoir. Bonsoir, Awama. Le résumé du Conseil des ministres de ce vendredi avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. L'adoption de la loi numéro 2019-024 du 5 juillet 2019 et de l'ordonnance numéro 2021-015 PTRM du 31 décembre 2021 portant modification du statut général des fonctionnaires a consacré la prorogation de 3 ans des limites d'âge pour les fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la retraite et de recrutement dans les différents corps de la fonction publique. En vue de l'harmonisation des conditions d'accès aux différents corps et des âges limites de départ à la retraite, il est apparu nécessaire de modifier la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le projet d'ordonnance adopté relève de 3 ans les limites d'âge de départ à la retraite et de recrutement des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée et prend en compte la licence parmi les diplômes requis pour le recrutement. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2026. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 est préparé en application de la loi numéro 2025-038 du 15 août 2025 portant loi organique relative aux lois de finances. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2026 s'élèvent à 3057,792 milliards de francs CFA contre 2739,697 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2025, soit une augmentation de 318,95 milliards de francs CFA, correspondant à une hausse de 11,61%. La prévision des dépenses budgétaires pour l'exercice 2026 s'élève à 3278,217 milliards de francs CFA contre 3279,886 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2025, soit une hausse de 298,331 milliards de francs CFA et un taux de 9,10%.
Le budget de l'État 2026 présente un déficit global de 520,425 milliards de francs CFA, soit une baisse de 3,66% par rapport à celui de la loi des finances rectifiée 2025, estimé à 540,189 milliards de francs CFA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au rapport national à mi-parcours de mise en œuvre des recommandations acceptées par le Mali lors du 4e cycle de son examen périodique universel tenu le 2 mai 2023 à Genève, en Suisse. Le 4e cycle de l'examen périodique universel a été l'occasion pour le groupe de travail de procéder à l'examen de la situation des droits de l'homme dans 14 pays, dont le Mali. Le rapport national présenté à cette occasion a été examiné par le groupe de travail sur l'examen périodique universel du Mali le 2 mai 2023 en présence de la délégation malienne conduite par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À l'issue de cet examen, notre pays a reçu 275 recommandations sur lesquelles 219 ont été acceptées, 53 notées et 3 acceptées et notées à la fois. Ainsi, les recommandations acceptées ont été soumises dans le cadre d'un rapport national additif au groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de l'examen périodique universel qui les a adoptés lors de sa 54e session ordinaire. Le présent rapport à mi-parcours fait ressortir le taux de mise en œuvre des recommandations acceptées. 2. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 3e session de Tunkablon le 20 septembre 2025. Cette 3e session consacrée aux Maliens établis en Amérique et au Moyen-Orient a enregistré la participation du cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, de responsables des services centraux, de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de représentants des organisations des Maliens de l'extérieur, de missions diplomatiques et postes consulaires du Mali, ainsi que de représentants de la diaspora installés aux États-Unis, au Canada, au Brésil, à Cuba, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et au Koweït. Elle a été l'occasion de recenser les préoccupations exprimées en vue de leur prise en charge à travers, entre autres, l'activation du cadre de concertation gouvernement-diaspora, le déploiement de missions de l'Institut national de prévoyance sociale dans les juridictions à forte demande et la mise en place d'un guichet unique API diaspora. 3. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des principales conclusions de la première édition du Forum sur le développement de l'agriculture dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, tenu du 18 au 20 septembre 2025 à Bamako. Cette première édition avait pour objectif d'identifier les actions de synergie à développer afin de parvenir à une vision partagée favorable à la transformation durable des systèmes agricoles au sein de l'espace confédéral. Elle s'est déroulée en 2 phases. La réunion technique préparatoire des experts tenue du 18 au 19 septembre 2025. La réunion des ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la Confédération AIS le 20 septembre 2025. Au cours de la réunion préparatoire, les experts ont fait l'état des lieux des problèmes auxquels le secteur agricole est confronté dans l'espace confédéral, avant de se pencher sur les principales thématiques qui résument les enjeux relatifs au développement du dit secteur en lien avec la souveraineté alimentaire et la transformation structurelle de l'économie de nos États. À la suite des experts, la réunion des ministres a, entre autres, approuvé la vision à l'horizon 2035. La Confédération des États du Sahel dispose d'une agriculture compétitive, durable et inclusive, assurant la souveraineté alimentaire et contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations de l'espace confédéral.
approuvé les recommandations formulées par les experts, souligné la nécessité de mettre l'accent sur la réalisation d'aménagements hydro-agricoles, d'infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agricoles, souligné la nécessité de faire de l'espace confédéral un pôle sahélien de référence en matière de recherche et de formation agricole, recommandé l'élaboration d'un plan de mise en œuvre des actions de synergie identifiées assorties d'une feuille de route. 4. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la réélection du Mali au Conseil d'administration de l'Union postale universelle tenue du 8 au 19 septembre 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette réélection, lors du 28e congrès de l'Union postale universelle, est le résultat de l'implication du président de la transition, chef de l'État et d'une diplomatie active. Elle est porteuse d'opportunités majeures, notamment le renforcement de l'image du Mali sur la scène internationale, la participation active aux décisions mondiales sur la logistique, le commerce électronique, l'innovation numérique et le financement du développement postal, la défense des intérêts de la région Afrique et la promotion de projets structurants en faveur de notre pays. 5. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage le 28 septembre 2025. Cette 19e édition, placée sous le thème « Agissons maintenant, toi, moi, la communauté », vise à sensibiliser la population sur la vaccination régulière des animaux de compagnie pour l'élimination de la rage à l'horizon 2030. La cérémonie officielle de célébration de la dite journée aura lieu le 29 septembre 2025 à Bamako. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion en octobre 2025. Cette 30e édition, prévue du 1er au 31 octobre 2025, est placée sous le thème « Solidarité dans la diversité culturelle », base d'une société inclusive. Le programme du mois s'articule autour de 4 semaines thématiques, à savoir la semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes vivant avec un handicap, la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Le lancement officiel est prévu le 30 septembre 2025. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mamadou Koné. Nous restons avec vous pour suivre l'actualité du jour et ça se passe à New York, aux États-Unis. La voix de l'AES a sonné comme un gong à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer le complot de la communauté internationale. Vous l'avez d'ailleurs suivi en direct sur cette même antenne. Nous vous proposerons un extrait de son intervention au cours de cette édition. Et nous restons au pays de l'oncle Sam. Les premiers ministres de l'AES ont pris part hier à une rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. C'était une initiative du président sénégalais. La rencontre a regroupé des dirigeants africains et de la diaspora. Outre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, on enregistrait la présence du président du Ghana et plusieurs autres personnalités. Le message de la Confédération des États du Sahel a été porté par le Premier ministre du Burkina Faso. Nos envoyés spéciaux sont Mamari Koné et Ali Outouri. Près d'une dizaine de personnalités triées sur le volet pour cette rencontre panafricaine sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. À l'invitation du président sénégalais, les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali prennent part à ces cadres d'échange qui s'est tenu à African Burial, le Grand National Monument de New York. Et que signifient les réparations que nous appelons de nos voeux? Elles impliquent d'abord l'impératif d'une reconnaissance des crimes, des souffrances, mais aussi de la contribution immense de l'Afrique et de ses enfants au progrès de l'humanité.
Elle signifie ensuite l'exigence d'une transmission à nos enfants, de la fierté de leur histoire et de la conscience de leurs valeurs. Elle vise enfin la co-construction d'un avenir partagé entre l'Afrique et sa diaspora, entre continent et génération, afin de corriger le passé sacrifié. Les intervenants du Ghana, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de la Colombie et de l'AES ont tous reconnu que la question des réparations pour les crimes de la colonisation, de l'esclavage et des spoliations en Afrique s'impose aujourd'hui comme un enjeu politique, moral, économique et diplomatique. À la rencontre, la voix de la Confédération des États du Sahel, AES, est portée par le Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'histoire de nos aïeux enrôlés de force pour les guerres coloniales, les résistances farouches de nos grandes figures africaines et le profond impact sur l'économie coloniale et sur nos territoires en sont des témoignages vivants. Le combat actuel, porté par leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Niger, constitue le prolongement de ce combat pour la souveraineté, pour la dignité des peuples du Sahel et une continuation de cette dynamique. Cette rencontre de haut niveau a permis de donner le maximum d'informations sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. Un agenda très chargé pour le Premier ministre qui ne rate pas d'occasion pour encourager la diaspora. C'est pourquoi le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier aussi la cérémonie de lancement d'une plateforme qui permet la commercialisation des produits de jardinage. C'est l'œuvre d'un jeune Malien du nom de Moussa Seydou Konaté, un ingénieur industriel. Le Premier ministre a salué cette initiative au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Garden Grid est une plateforme de jardinage connectée qui révolutionne désormais la culture et l'achat des fruits et légumes dans le monde. Elle permet de gérer de façon intelligente les jardins à travers la planification saisonnière, le suivi de croissance et les rappels automatiques. Garden Grid n'est pas seulement un outil pour cultiver des légumes. C'est une déclaration vivante que l'Afrique peut se tenir au centre de la 5e révolution. Pendant des siècles, nous avons été des consommateurs des industries, inventions et récits des autres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'inverser ce cycle. Chaque jardin installé dans une école ou ailleurs, une maison, un balcon, ne produit pas seulement de la nourriture, il produit du savoir, produit des données, produit de la souveraineté. C'est un capteur de vie, un nœud d'intelligence, une brique dans la construction de notre indépendance. Le Premier ministre a salué le promoteur pour l'initiative ainsi que les partenaires pour leur accompagnement. Il l'a ensuite invité à s'investir pour la réussite de ces projets socioculturels. Vous savez, le chef de l'État nous a instruit, autant que faire se peut, d'appuyer nos compatriotes du secteur privé. Nous avons également l'obligation de défendre, disons, les intérêts de notre diaspora, où qu'elle se trouve. Obligation morale également, puisque vous êtes un Malien. À partir du moment où un Malien est réussi, donc nous pouvons en déduire qu'il s'agit d'une réussite pour l'ensemble des Maliens. C'est la raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi, représentés par plusieurs acteurs. Il y a le gouvernement, mais il y a également un représentant du Conseil national de transition, des membres du cabinet, des journalistes. Je vois également des représentants de notre diaspora. Donc c'est pour vous encourager et pour vous dire que tous les Maliens se reconnaissent bien entendu dans ce projet extrêmement futuriste. Ceci dit, en termes de symboles, de toute façon, en tout cas le peu de choses que nous connaissons dans le commerce mondial repose essentiellement sur l'exportation, sur l'importation. Le Mali exporte beaucoup de produits, le coton, l'or, bien entendu, plusieurs matières premières. Mais nous importons également. À travers vous, c'est une démonstration très claire que le Mali est également un pays exportateur de savoir et de savoir-faire. C'est rare. Je voudrais quand même rappeler, en tout cas ce que j'ai compris, ce Konaté n'est pas un Malien résident aux États-Unis, donc c'est un savoir-faire malien qui s'exporte et qui se lance à la conquête
du marché américain. Garden Green travaille déjà avec plus de 200 entreprises partenaires. Des contrats de partenariat ont été d'ailleurs signés lors de la cérémonie de lancement officiel. Sa vision est de créer des communautés résilientes et connecter les producteurs locaux au marché mondial. La plateforme bénéficie du soutien de l'intelligence artificielle dénommée Tombouctou. À New York, le chef du gouvernement est accompagné par plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de la Santé et du Développement social et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Le colonel-major Assa Badjalo Touré a pris part à une réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être. Quant au ministre Abdoulaye Diop, il a participé à une réunion de la Commission de la consolidation de la paix. La correspondance de Aïssata Ibrahim Maïga. Les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires chroniques représentent aujourd'hui plus de 70% des décès dans le monde, avec un impact particulièrement lourd sur les pays en développement. La santé mentale longtemps négligée s'impose désormais comme une priorité mondiale. Cette réunion de haut niveau a souligné la nécessité de renforcer les systèmes de santé, de réduire les inégalités d'accès aux soins et de s'attaquer aux principaux facteurs de risque. Le Mali a adopté un plan stratégique en santé mentale et soutien psychosocial 2025-2029, dont l'objectif général est d'offrir un soutien psychosocial à 80% de personnes exposées à des événements stressants, notamment les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, entraînant les déplacements massifs. Le gouvernement du Mali privilégie des approches innovantes comme la digitalisation du système de santé, la gratuité et la déconcentration des services d'hémodialyse, le dépistage en stratégie mobile du cancer du sein ainsi que de celui du col de l'utérus. Je voudrais ici saluer l'accompagnement constant de l'OMS à réduire l'impact sanitaire et humanitaire de ces maladies et l'appeler à davantage soutenir les États en situation de vulnérabilité, particulièrement en crise, dont ceux de la Confédération des États du Sahel. Je termine en vous assurant de la détermination du gouvernement du Mali, sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à promouvoir la santé dans toutes ses politiques. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a pris part à une réunion de la Commission de consolidation de la paix. Ce cadre a permis aux ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays de partager les priorités nationales et régionales. Pour maintenir le cap constructif en place, nous envisageons d'ores et déjà d'inscrire le Mali pour un nouveau cycle à partir de 2026. À cet égard, le gouvernement souligne le besoin de l'alignement de tous les financements avec la vision nationale du Mali en termes de développement, consignée dans des documents de politique nationale et de stratégie. Dans la même dynamique, la récente adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui traduit l'appropriation nationale du processus de paix, appelle à un renforcement de la coopération avec tous les partenaires désireux de s'investir sur la base du respect de la souveraineté de notre pays, de ses choix stratégiques et opérés par les différentes autorités. Je réitère notre disponibilité à œuvrer en faveur du renforcement d'un multilatéralisme vertueux qui met les populations au centre de son action. Il est à rappeler que la Commission de la consolidation de la paix est un groupe intergouvernemental consultatif chargé d'aider les pays sortant de conflits ou en situation fragile. Elle réunit États membres, agences des Nations Unies, institutions financières internationales et partenaires régionaux afin de coordonner les efforts de consolidation de la paix et de mobiliser des ressources pour une stabilité durable. Retour à Bamako et ce communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'ensemble de la population et la diaspora que dans le cadre de l'amélioration continue de la fourniture des documents de voyage, notamment le passeport biométrique malien, un changement de prestataire technique est en cours. Ce processus entraînera une suspension temporaire de l'enrôlement au passeport selon le calendrier
les suivants. Suspension du service standard Bamako, région, consulat général du Mali à Paris, 11 octobre 2025. Suspension du service Premium Bamako, région, consulat général du Mali à Paris, 16 octobre 2025. La reprise effective de l'ensemble des services est prévue pour le 25 octobre 2025 au plus tard. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à prendre les dispositions nécessaires en tenant compte de ce calendrier et rassure que toutes les mesures seront mises en œuvre pour garantir une reprise rapide et efficace du service. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension de toutes et tous. Dans le cadre du suivi et évaluation des recommandations issues des Assises nationales de la refondation, les membres du comité ont eu ce matin une séance de travail avec la cellule de suivi du programme d'action gouvernementale. L'objectif de cette rencontre était de faire une évaluation des grandes lignes des différents forats tenus au Mali. Pour plus de précision, écoutons Dr Bouna Sogoba. Il est le rapporteur général du comité de suivi du CNCR. Il est au micro de Mamadou Fani. C'était une rencontre basée sur une réflexion entre nos différentes organisations, structures, pour voir comment mettre en cohérence le dispositif de suivi, évaluation, qui prend en compte à la fois les recommandations des Assises nationales de la refondation, les différents forums qui se sont tenus au Mali d'envergure nationale et ensuite le PAG qui est une partie de ces différentes recommandations qui se basent sur la lettre de cadrage du président de la transition. Et donc aujourd'hui, c'était des réflexions partagées entre ces structures techniques d'observation, de suivi et évaluation qui nous permet de construire un dispositif partagé où la matière est la même. Ensuite, il y a la vision 2063 qui est séquencée en différentes phases et il est important qu'il y ait une cohérence dans le dispositif de suivi. Comment on arrive à suivre l'effectivité de la mise en œuvre de ce qui est planifié pour la croissance et le développement du Mali. Pour nous, cette première rencontre était nécessaire pour se comprendre d'abord sur qui a quel outil et quel est le regard stratégique de chacun. Et nous nous sommes bien entendus sur ces éléments. Le prochain pas, c'est de vraiment chacun vient avec les outils qu'il va utiliser. Ça peut être un logiciel, ça peut être une application, ça peut être un dispositif et de croiser ceci pour avoir ensemble, construire ensemble, co-construire une base de système de suivi et évaluation qui permet à chaque acteur de pouvoir faire sa mission de façon efficiente. Sur l'instrument de contrôle. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, vous vous rappelez, était à Osaka, au Japon, au mois d'août passé. Le Mali était l'invité du Business Forum Mali-Japon. Les retombées de cette mission se font déjà sentir. Les investisseurs japonais ont eu hier des échanges avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. La partie japonaise est intéressée par les secteurs des mines, de l'environnement, de l'agriculture, entre autres. Le ministre a saisi l'opportunité pour annoncer la date du deuxième Business Forum Mali-Japon prévu en juillet 2026 à Bamako. Le reportage de Youssouf Djakiti. C'est suite au Business Forum Mali-Japon tenu à Osaka le 1er août 2025 que le ministère de l'Industrie et du Commerce est parvenu à mobiliser ses investisseurs japonais. C'est une fois de plus une manifestation concrète du gouvernement du Mali à relever les défis du développement socio-économique du pays. L'énergie, l'environnement, les finances, la transformation des déchets sont entre autres les domaines d'intervention de ces investisseurs. L'agriculture, c'est un élément très important pour le Mali, que l'agriculture, c'est un élément qu'il est déjà en train de considérer. Et comme il est vétérinaire, il dit que l'élevage aussi, c'est quelque chose pour laquelle il porte beaucoup d'intérêt. Et voilà, les mines aussi, c'est une grande opportunité au Mali et pourquoi ne pas l'explorer aussi. Le ministre de l'Industrie et du Commerce précise que ceci est la concrétisation d'un des objectifs phares du Business Forum Mali-Japon. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous recevons à Bamako la première visite
des investisseurs japonais et la séance de travail que nous venons d'avoir avec ces investisseurs japonais nous a permis donc de faire le point de l'ensemble des projets que nous avons présentés, leurs avis, leurs observations et les mécanismes de suivi et évaluation de ces projets-là, de façon à ce que dans 3 mois, dans 6 mois, nous puissions arriver à finaliser un certain nombre de projets qui doivent être réalisés dans notre pays. Nous avons l'intention d'organiser le 2e Business Forum Mali-Japon en juillet 2026. Donc nous avons d'ores et déjà invité nos partenaires japonais à s'inscrire dans cette dynamique avec les chambres de commerce et d'industrie d'Osaka et de Tokyo. En tout cas, les autorités maliennes restent déterminées à faire du Mali un havre de paix, de prospérité, gage d'un développement harmonieux et équitable. Et nous retournons au pays de l'oncle Sam. Vous venez de suivre en direct l'intervention du Premier ministre à la tribune des Nations Unies. Le général de division Abdoulaye Maïga, tout en dénonçant les complots contre les États de l'AES, a réaffirmé la détermination de la Confédération à lutter contre le terrorisme. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale, à savoir, je cite, « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, fin de citation, est d'une importance toute particulière pour les États membres de la Confédération AES. Oui, la paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent et sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. À la différence de certains États qui ont ouvert des couloirs de passage sur leur territoire aux terroristes, en vue d'attaquer d'autres pays ou d'offrir leur territoire comme base arrière, les pères fondateurs de l'AES, par engagement panafricaniste et dans le souci de préserver les intérêts de leur population, ont décidé de sécuriser leur pays tout en évitant une propagation de la menace vers d'autres régions africaines, voire dans le monde, effectuant ainsi un véritable travail de sécurité publique, régionale et mondiale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que par leur sacrifice, les vaillantes forces de défense et de sécurité de l'AES contribuent à la sécurité d'autres régions, notamment les pays situés sur la côte ouest africaine. Nous saisissons cette opportunité pour nous incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires de l'insécurité dans le Sahel. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement de sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Voilà, journée de la langue soninké, une journée célébrée le 25 septembre de chaque année par l'UNESCO
Pour raison d'agenda, la journée sera célébrée au Mali demain samedi au Centre international des conférences de Bamako. Au programme des conférences, des exposés et des activités culturelles. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavané, salue l'initiative de l'UNESCO. Je vous invite à suivre un extrait de son discours, des propos recueillis par Bokari Koulibaly. Lors de sa 42e conférence en octobre 2023, l'UNESCO a institué le 25 septembre, Journée internationale de la langue sonique. Il vous souviendra que la Constitution du 23 juillet 2023 donne une place particulière à nos langues. Langue nationale devenue langue officielle. Le soninké est parlé par des millions de personnes en Afrique, ailleurs dans le monde, et elle est la deuxième langue à avoir bénéficié de ce statut après le Swahili. Des activités fortes sont prévues ici et là. Au Centre international de conférences de Bamako, un thème a été retenu, c'est l'état des lieux de la langue soninké des origines à nos jours. Des exposés auront lieu, origine soninké et les langues de l'Égypte antique. La société soninké d'hier à aujourd'hui. La femme soninké, rôle et place dans la communauté. Voilà, la promotion et la valorisation des langues nationales est une priorité pour les autorités de la transition. Les travaux de la première édition du colloque scientifique international sur la langue arabe et la civilisation islamique en Afrique subsaharienne s'est ouverte hier à Bamako. La rencontre qui a pris fin cet après-midi était organisée par le département arabe de l'université Yambo Wologem de Bamako en partenariat avec plusieurs laboratoires de recherche, instituts islamiques et ONG de bienfaisance. Le colloque avait pour thème la langue arabe et son rôle dans la production du savoir et la lutte contre l'extrémisme religieux dans la région du Sahel africain, fondement intellectuel et stratégie de lutte. Le reportage de Seydou Traoré. Loin des salles de classe et des amphithéâtres, le département arabe de l'université Yambo Wologem de Bamako ouvre la réflexion sur une thématique à la fois d'actualité et de portée pédagogique. Il s'agit pour les chercheurs universitaires venus du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Tchad, de la Libye, du Soudan, de la France et du Koweït de faire de la langue arabe un moyen de promotion des valeurs de tolérance et de cohésion sociale. Nous croyons que la lutte contre l'extrémisme passe par la connaissance et par une langue arabe ouverte au dialogue. Ainsi, l'arabe peut devenir un vecteur de paix, de développement et de rayonnement intellectuel en Afrique. Face aux nombreux défis du monde actuel caractérisés par les idéologies extrémistes et la prolifération d'organisations terroristes, les participants à ce colloque vont dégager des pistes de solutions autour de la langue arabe. Vous êtes les mieux outillés et les plus légitimes au regard de vos parcours et de vos expériences pour expliquer davantage que l'islam condamne la violence contre les innocents. Cela permet de contrer l'idéologie extrémiste et terroriste qui instrumentalise le fait religieux pour des fins très souvent géopolitiques et géostratégiques. L'extrémisme violent que nous sommes en train de parler, pourquoi nous sommes dans la crise aujourd'hui au Mali, dans le monde entier? Ce ne sont pas les musulmans qui ont provoqué les crises, mais les crises ont été provoquées au nom de l'islam et au nom des musulmans. Pour endiguer ces fléaux, il faut conjuguer forcément avec les arabophones dans le monde entier. Forcément. La rencontre de Bamako autour de la langue arabe, c'est 48 heures de dialogue pour faire de l'arabe un outil de développement et non de lutte pour déstabiliser le Sahel, voire l'Afrique et le monde.
Voyons à présent l'actualité à l'intérieur du pays. L'Union régionale des travailleurs de Bougouni renforce les capacités de ses militants. Elle a organisé hier une formation sur le thème « Le syndicalisme, la négociation collective ». La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs. L'objectif est de permettre aux militants de mieux connaître leurs droits et devoirs syndicaux. Le reportage de Abdul Karim Konaté et Djibril Barayogo depuis la capitale du Bani Monochi. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTEM, affiche ses armes pour mieux défendre les intérêts de ses militants. Elle renforce la capacité des membres de l'Union régionale de Bougouni à travers un atelier de formation présidé par le secrétaire général de l'UNTEM, Yacouba Katile, et le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Wele. Le thème choisi est le syndicalisme, la négociation collective. Les principaux responsables, la plupart d'entre eux sont à leur première expérience dans le syndicalisme. Ça leur permettra de pouvoir connaître qu'est-ce que c'est que même les syndicats et quel doit être le comportement d'un syndicaliste. Cette session de formation d'une journée contribue également à renforcer la solidarité syndicale. Elle permet aussi et surtout de construire une cohésion durable entre les responsables syndicaux. Lors du 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali, il y a une résolution forte qui a été prise en ce qui concerne la formation des responsables syndicaux. Et depuis lors, nous avons tenu à pouvoir vraiment faire la mise en œuvre de cette résolution. Ce qui nous a amené au niveau du bureau exécutif à prendre des dispositions, soutenir l'ensemble des unions régionales et l'ensemble des syndicats nationaux pour pouvoir vraiment faire ces formations. Nous travaillons beaucoup ensemble pour apaiser le climat social. Je pense sincèrement, à chaque fois qu'il y a eu des préoccupations et que nous avons eu des rencontres de travail, nous sommes sortis sur des engagements qui nous ont permis vraiment d'avancer sur les objectifs. Le gouverneur Wele a beaucoup insisté sur le partenariat et le dialogue entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement pour l'atteinte des objectifs 2063 du Mali. Un mot de culture avec le vernissage de l'exposition intitulée Le Soldat. Des œuvres qui rendent hommage aux femmes à travers leur bravoure, leur courage et surtout leur sacrifice pour la défense de la patrie. C'est une initiative du ministère en charge de la culture. Les œuvres resplendissent au Musée national. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier dans l'après-midi en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le reportage de Ibrahim Kaoukonati. Changer le regard porté sur le soldat, montrant que derrière l'uniforme se cache un être humain avec des émotions, des convictions, des sacrifices, des espoirs et une vie. Voilà l'objet de cette exposition dédiée aux forces armées et de sécurité. Elle vise ainsi à sceller l'union entre le civil et le militaire. Cette année, l'honneur revient aux militaires, nos femmes, dont le thème des soldats. L'objectif de cette exposition, c'est de renforcer les liens civilo-militaires et de ressortir la cohésion, les rapprochements entre militaires et civils, mais aussi la valeur des militaires. Faire savoir à ce beau public que les militaires, c'est un élément de la famille. En cette année de la culture, ce vernissage s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées par le département en charge de la culture. Qui ont fait un travail extraordinaire. Je voudrais saluer le ministère de la Défense à travers son service, le musée des armées, qui ont collectionné, qui ont sélectionné de belles photos pour nous faire voir comment la vie du soldat est en fusion avec la vie du peuple. C'est tout simplement magnifique de voir un peu les photos qui retracent les différentes situations de vie du soldat et aussi qui montrent un peu l'en commun entre les civils et les soldats. Et donc tout ceci dans le cadre dynamique de l'année de la culture. Nous sommes là, in fine, pour célébrer la diversité de notre pays. Et je dis bravo au musée des armées, bravo à notre pyramide du souvenir qui finalement nous fait repenser beaucoup de belles histoires, des exploits de nos soldats et leur engagement sur le terrain, leur situation, comment ils sauvent des vies, comment ils soignent des malades dans les villages. Cette exposition rend hommage aux soldats, mettant en lumière leur courage et leur rôle dans la défense de la patrie. C'est une célébration continue du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali.
Et nous restons avec les festivités en lien avec la fête de l'indépendance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé ce matin une séance spéciale du programme Fitness Bouge avec ton ministère. L'activité s'est déroulée ce matin dans les locaux de l'ex-SNJ en présence de plusieurs personnalités. Le reportage de Famourou Djourté. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, en collaboration avec le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, un spécial Bouge avec ton ministère pour les forces armées maliennes à l'occasion des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. L'activité vise à encourager la pratique du sport au sein de l'administration et à renforcer la cohésion entre les citoyens autour des valeurs de santé, de discipline et de patriotisme. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette session de sport collectif, notamment Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, en plus du ministre en charge des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Des responsables militaires et civils ont également répondu à l'appel. La séance, d'une durée d'environ 30 minutes, a mêlé échauffement, exercice cardiovasculaire et étirement dans une ambiance conviviale et rythmée. Ça, c'est des choses à répéter. Je demande à tout le monde de faire la même chose. Le sport, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour même l'humeur de la personne. Il n'y a pas d'apte, il n'y a pas d'inapte. Tout le monde doit faire le sport. Et il n'y a pas de civil, il n'y a pas de militaire. Le sport, c'est pour la jeunesse, la vieillesse et tout le monde. Bouge avec ton ministère est une initiative du ministère des Sports qui entend rapprocher les responsables publics de la population à travers une dynamique positive et fédératrice autour du sport. L'objectif également de cette rencontre, il faut la préciser, c'est dans le cadre d'accompagner nos femmes. Vous savez, on vient de faire le 22 septembre qui a été un moment exceptionnel, on va dire exceptionnel, mais c'est pour montrer également que vraiment nous sommes tous derrière nos forces armées de sécurité, derrière les autorités, à les accompagner. Et je pense que le but de cette rencontre-là, c'est cela. À travers cette démarche, le gouvernement malien réaffirme sa volonté de promouvoir une jeunesse active, engagée et en bonne santé. Voilà, on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Les projecteurs se sont éteints ce jeudi sur la finale de la 22e édition de Maxi Vacances. Dans une ambiance de rire, de chant et de danse, la jeunesse malienne a célébré ses talents. Chaque concours a connu ses lauréats départagés par un jury attentif. Ces 3 mois de compétition doivent désormais servir à la construction du Mali-Croix. Après cette parenthèse, ces jeunes champions sont entendus sur les bancs de l'école. Le reportage de Souma Waïdara. Le moment tant attendu, la finale de Maxi Vacances 2025 a livré un spectacle électrique. Au milieu des rires, des chants et des danses, les jeunes ont célébré leur succès après une saine compétition mettant en scène l'élection Miss, l'art oratoire, la culture générale, la musique et l'humour. Sous les applaudissements nourris, le jury attentif a récompensé les lauréats de chaque catégorie. Je suis tellement contente même. J'arrive même pas à expliquer. La première, c'est la confiance en soi. Je demande à toutes les jeunes filles de ne jamais se sous-estimer. Au départ, nous l'avions préparé pour les communes, ça c'était en 2003. Et après, on a évolué, même dans les rubriques, beaucoup de choses ont changé. 10 ans après, on a inséré le slam, l'art oratoire, parce que nous aussi, nous évoluons avec notre cible. Notre cible, c'est les jeunes. Aujourd'hui, on parle de digital, on parle de beaucoup de choses qui n'étaient pas avant. Donc, on fait moins de divertissement, mais on fait plus de trucs utiles pour les enfants. C'est d'où le thème de cette année. Célébrons notre diversité, construisons notre avenir. Orange Mali, partenaire fidèle depuis des années, accompagne ce programme et soutient l'épanouissement de la jeunesse malienne. Nous sommes à la 22e édition et dès les premières heures, Orange Mali a tenu à être aux côtés de l'ORTM. Aussi bien que la jeunesse est au cœur du Mali, nous chez Orange Mali, nous avons la jeunesse au cœur. Donc soutenir une activité comme ça, comme celle-là, pour nous, c'est extrêmement important en tant qu'entreprise responsable. Le ministère de tutelle, pour sa part, a rappelé que cet événement contribue activement à la formation et au développement des jeunes. 22 éditions pour apprendre aux jeunes
pour accompagner les jeunes, pour les instruire, pour leur parler de citoyenneté, de civisme, et en même temps pour leur faire plaisir parce qu'ils passent du bon moment ensemble. Les autorités aujourd'hui peuvent prendre les plus grandes réformes possibles, mais il faudrait que la jeunesse soit toujours là pour accompagner ces réformes-là. Donc c'est de se donner la main, de respecter la diversité de chacun, mais de savoir que nous sommes dans une unité. Cette unité, c'est le Mali, et le Mali que nous devons construire, le Mali croix que nous voulons et le Mali d'un croix que nous aspirons chacun de nous. L'appel pour le Mali croix est donc clair. Il faut se perfectionner et cela commence sur les bancs de l'école. Après cette parenthèse festive de 3 mois, une autre réalité attend les jeunes. Fini la récréation, bientôt les révisions. Un mot de santé, ce chiffre à retenir. Seulement 22% des Maliens bénéficient aujourd'hui du régime d'assurance maladie universelle RAMU, lancé en 2009. Pour élargir cette couverture aux acteurs du secteur informel, la CANAM a réuni à Bamako les organisations professionnelles venues de la capitale et des régions. 2 jours de concertation pour définir les modalités d'enrôlement, fixer le taux de cotisation et identifier les bénéficiaires. Cela en vue de faire adhérer les non-salariés au RAMU. Le reportage de Boukari Koulibaly. Promouvoir les structures de santé publique, réduire le coût des soins et sauver des vies, tel est l'objectif du régime d'assurance maladie universelle RAMU. Mis en place depuis plusieurs années, le dispositif a fait ses preuves, mais un défi reste entier. Comment toucher les travailleurs du secteur informel? La réussite de cette réforme dépendra de l'inclusion effective des acteurs du monde rural et informel. Tel est tout le sens de cette réforme. Concevoir avec vous une feuille de route adaptée aux réalités du terrain. Depuis 2009, seulement 22% des Maliens bénéficient du RAMU. L'adhésion du secteur informel représente aujourd'hui un véritable espoir. Le régime d'assurance maladie universelle est fait pour nous et doit être fait par nous. Nous sommes les premiers concernés parce que nous représentons 80% de la population malienne. Nous sentions un peu abandonnés lorsqu'on voyait les fonctionnaires avec l'assurance maladie obligatoire être pris en charge. Or, nous avons vraiment des difficultés à payer tous nos soins. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur les modalités d'enrôlement ainsi que les taux et moments de cotisation. Grâce à vos réflexions, vos recommandations et vos expériences de terrain, nous avons posé les bases d'une feuille de route opérationnelle pour une adhésion progressive et reçue au RAMI. Ce projet, appuyé par Ras Kenya Irwali, doit améliorer les conditions sanitaires de millions de travailleurs non salariés. Avec cette initiative, le RAMI espère franchir un nouveau cap, faire de la santé un droit réellement universel pour tous les Maliens. Et je vous le disais dans les titres, les douanes maliennes célèbrent ce samedi 27 septembre les 65 ans de sa création. À cette occasion, le ministre de l'économie et des finances salue le professionnalisme des hommes et femmes qui ont posé les premiers jalons de ce service. Les recettes douanières sont passées de 35 milliards de francs CFA en 1990 à 884 milliards en 2024. Une prouesse qui doit être maintenue. Le ministre Sanou invite les soldats de l'économie à relever les défis de la numérisation, suivant un extrait de son message. En 1960, dans un contexte marqué par la quête de souveraineté et de développement de notre pays, naissaient les services des douanes avec pour missions essentielles la mobilisation des ressources pour le trésor public, la surveillance des frontières et la maîtrise des échanges commerciaux, en devenant un outil de régulation et d'intégration économique. La décennie 1990 à 2000 a été marquée par les réformes structurelles d'envergure avec le système douanier automatisé Sidonia, la transformation de la direction nationale en direction générale des douanes en 1990 et la relecture du code des douanes en 2001. À date, les procédures sont informatisées à plus de 95%. L'évolution remarquable de la contribution des douanes au budget d'État, contribution qui est passée de 35 milliards en 1990 à 884 milliards en 2024,
et des prévisions de 975 milliards en 2026. Les douanes maliennes, fidèles à leur devise, vigilance et loyauté, ont su adapter leurs méthodes de travail et moderniser leurs outils grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités sur le plan international. Il convient de saluer l'honneur fait à notre pays et à la Direction générale des douanes par le choix porté sur le Mali par les 24 administrations douanières de la région Afrique occidentale et centrale au poste de la vice-présidence de la région OMD AOC et du bureau régional de renforcement des capacités de la dite région. Cet anniversaire n'est pas seulement un moment de célébration, c'est aussi un moment de réflexion afin de mesurer le chemin parcouru et envisager avec ambition, engagement et lucidité les défis à relever qui sont la transformation numérique et l'intelligence artificielle, l'exploitation du centre d'expertise technique CET, la mise en œuvre de la douane intelligente. Je vous exhorte à intégrer davantage dans vos stratégies la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, ainsi que la dimension de la Confédération des États du Sahel, AES, pour une intégration reçue à travers, entre autres, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral. Voilà, créé dans la ferveur de l'indépendance du Mali, les douanes maliennes ont connu beaucoup de réformes qui ont permis aujourd'hui à la structure d'afficher un visage séduisant. Derrière cette prouesse, ce sont des hommes et femmes qui se sont sacrifiés au nom du Mali. À l'occasion de la célébration des 65 ans de la création des douanes, la rédaction vous propose un grand format sur les grandes mutations que le service a connues avec la touche particulière de l'inspecteur général Amadou Konaté. C'est un reportage de Tamsir Djabati. Le pays et ses frontières naissent. Et pour garantir sa stabilité et les protéger, il faut des hommes, une vision, une mission. C'est ainsi que 5 jours à peine après l'indépendance du Mali, les douanes maliennes ont vu le jour. Non pas comme un simple service administratif, mais plutôt un des tout premiers boucliers économiques du jeu d'État souverain. À sa tête, Sambala Sissoko, seul inspecteur des douanes à cette époque, seul inspecteur mais déterminé, il a posé les premières pierres d'une douane protectrice, pilier du redressement budgétaire et sentinelle de notre souveraineté économique. Justement, Baba Moulaye Aïdara et Mamou Fofana, ces témoins vivants d'une époque fondatrice, ont traversé les âges avec dignité et engagement, où l'administration prenait forme pas à pas. On avait un Jeep gaz. C'est une voiture que les Russes ont donnée au Mali en 62. Le second moyen de transport, c'est le chameau. Ça, c'est du côté du nord. Du côté des Kouris, là, c'est les mobylettes, c'est les vélos avec lesquels on fait les services. La douane malienne, nous, on était payé 3 000 francs par mois. Si tu vois que je suis là aujourd'hui, c'est à cause de mon pays. Hein. Voilà, la France m'a envoyé ça. Carte de combattant. Et puis, ils m'ont donné la nationalité française. Mais j'ai dit que je ne parle pas. Nous, aujourd'hui, nous avons le suivi électronique. Ce qu'on faisait pas à pas dans le Sahara, nous pouvons nous voir dans une salle de suivi électronique ici à Bamako, voir ce qui se passe sur le terrain à des milliers de kilomètres. Les douanes maliennes ont traversé des grandes étapes de l'histoire nationale, de la période de post-indépendance à celle de l'ouverture économique, en passant par le virage du libéralisme et les défis contemporains de la modernisation. La douane, au niveau de l'AOF, on était habillés en kaki. Les jours de parade, on a une tenue de sortie qu'on appelle la tenue de fête, dont vous avez cette veste. Elle est de 1962. En 68, le lieutenant Chokoro Bagoyo était un directeur de la sûreté, est venu prendre les kakis de la douane et il nous a dit de chercher une tenue pour les douaniers. C'est comme ça que cette tenue, le bleu là, que les douaniers portent aujourd'hui, a été créé. Avec l'intensification des échanges et l'évolution du contexte international, il a fallu s'adapter
à marche forcée. Parfois, aux exigences d'une économie de plus en plus ouverte et à des réformes structurelles imposées par le contexte mondial. En janvier 1985, le Mali a été le premier pays au monde à implémenter le Sidonia, qui est un système douanier informatisé qui a été développé par les Nations Unies, par la CNUSED à Genève. On est passé du Sidonia++ au Sidonia World. À la date d'aujourd'hui, sur les 36 réformes identifiées, 17 ont été réalisées. 16 sont en cours d'exécution et 3 réformes d'envergure sont nouvelles. C'est dans ce contexte que la Direction générale des douanes a été créée, marquant un tournant décisif vers une gestion plus centralisée, stratégique et tournée vers la performance. Il y a le registre des ressources humaines. D'abord, il y a aujourd'hui des experts agréés des douanes maliennes par l'Organisation mondiale des douanes. Au niveau institutionnel, la douane également a connu un certain nombre d'évolutions qui cadrent avec les missions. Nous sommes allés naturellement de la direction nationale à la direction générale. Elle a évolué en fonction de l'évolution du commerce international. Elle a évolué positivement en fonction de ce que les autorités ont voulu qu'elle soit. Et elle est aujourd'hui une des administrations, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, moderne et très compétente. Les autorités se sont rendues compte que, au lieu d'un service des douanes, il fallait créer une direction des douanes. Avec son décret d'application, il a fallu attendre 1969 que soit créée une direction nationale des douanes. Parlons-en. Les résultats en termes de recettes avec une contribution remarquable des douanes au budget de l'État. Une contribution reconnue et saluée par les siens. Les objectifs de recettes assignés à l'administration des douanes en 1990 étaient de 28 milliards de francs CFA pour toute l'année. Et nous avons réalisé cette année-là des recettes et records de 34 milliards de francs CFA. Le mois dernier, la douane malienne a réalisé 85 milliards en 30 jours. Les mêmes douanes ont été félicitées en 2024 pour avoir réalisé plus de 883 milliards sur une prévision de 795 milliards. En 2021, sur des prévisions de 656,2 milliards, les douanes ont réalisé 657,7 milliards. En 2022, l'année de l'embargo, pour des prévisions de 611,2 milliards, embargo, les douanes ont réalisé 611,3 milliards. En 2023, sur des prévisions de 721 milliards, les douanes ont réalisé 758 milliards. Fraude, contrebande et trafic illicite, longtemps considérés comme des maux persistants aux frontières. Ces fléaux trouvent aujourd'hui une réponse ferme, organisée et redoutablement efficace. Ces dernières années, ce sont des saisies spectaculaires qui s'enchaînent. Cargaisons illicites interceptées, réseaux démantelés, explosifs saisis. Les douanes reprennent le contrôle. Le renseignement douanier marche à 100% au niveau de l'ensemble des structures qui sont en charge de la lutte contre la fraude et les trafics illicites. Nous venons même de proposer l'instruction cadre sur le renseignement douanier à la relecture et à la réflexion de l'ensemble des cadres. La douane est un corps vigilant. Le premier symbole de la vigilance, c'est l'aigle. Donc, nous avons pu avoir l'aigle impérial. C'est notre insigne de corps qui symbolise la surveillance du territoire. Ces dernières années, la diplomatie douanière malienne a franchi un cap décisif. Une reconnaissance internationale qui se concrétise par le choix porté sur notre pays à des postes stratégiques au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Le Mali occupe désormais la vice-présidence de la région
OMD AOC. La nomination de l'inspecteur général Amadou Konaté, ce n'est pas tout. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, les réflexions s'accélèrent autour d'un objectif commun, l'intégration économique réussie. Pour mieux harmoniser, sortir les instruments de coopération douanière au sein de l'AES et de coopération avec le reste du monde, donc ce qui suppose des tarifs au sein de l'AES, vraiment une intégration plus poussée en matière de libre circulation des personnes, des biens. À 65 ans, l'administration douanière malienne n'a pas seulement résisté au changement, elle l'a anticipé, conduit, imposé des réformes courageuses qui ont eu un effet boule de neige dans les caisses de l'État. Des résultats salués et appréciés à tous les niveaux, à travers son directeur général. Voilà une douane qui fait la fierté du Mali à travers les réformes entreprises, surtout dans un contexte de crise. Et bonne fête à tous les soldats de l'économie. À suivre ce soir, après ce journal dans nos programmes, le 4e numéro de Gouv Action. C'est une production du Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, en collaboration avec l'ERTM sur les réalisations et actions concrètes du gouvernement. Gouv Action, c'est après ce journal avec une présentation de Famoussa Sidibé en français et Idrissa Sidibé en bamanankan. Nous vous l'annoncions hier, le décès de Salifou Sidibé, agent de l'ERTM qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis 2013. Il a été accompagné en son derrière-demeure ce vendredi 26 septembre 2025. Ses obsèques ont eu lieu dans sa famille à Mayambougou. Ses collègues, parents et amis qualifient l'homme d'un grand serviteur de l'État. Le reportage de Aliou Abdoulaye Tourish. La nouvelle du décès de Salifou Sidibé, technicien supérieur des constructions civiles à la retraite, a suscité une vive émotion au sein de l'ERTM. C'est en 1979 qu'il a intégré l'Office des radios et télévisions du Mali. Son premier poste a été la station régionale de Kaï, avant d'être affecté à la division audio-fréquence de Bamako pour servir la section maintenance où il s'est distingué par son professionnalisme et surtout sa rigueur pour le service public. Sidibé, il est plus qu'un collègue pour moi. C'est un père quand je l'ai connu, j'étais encore en stage à l'ERTM. Et quand j'ai été aussi recruté, quelques années après, il est parti à la retraite. Voici un monsieur qui m'a toujours prodigué des conseils. Et c'est que ce n'est pas le seul. Il aime donner des conseils aux jeunes, surtout la nouvelle génération. Il dit il faut travailler. C'est ce que nous attendons tous. Au nom du secrétaire général du comité sénégal de l'ERTM, M. Kassougue, dont je présente mes condoléances les plus attristées, et aussi au nom de tous les personnes de l'ERTM. Il faut reconnaître à lui un homme pieux. Un homme pieux depuis que je l'ai connu. Chaque fois que je me rendais en famille, je le voyais toujours avec ses chapelets, prier. Et sa fille qui est avec nous vraiment a été une femme exemplaire. Et depuis qu'elle est rentrée en famille, zéro problème. Ses anciens collègues gardent de lui le souvenir d'un homme passionné par son métier. On a travaillé ensemble de 89 jusqu'à 2004. C'était un collaborateur vraiment sérieux. C'est le travail souvent qui l'intéressait. Et c'est lui qui s'occupait également des émissions religieuses à la station régionale de Kaï. Après la prière mortière, Salifou Sidibé a été conduit en sa dernière demeure au cimetière de Manyambougou. À travers cette disparition, l'ERTM perd l'un de ses piliers à la retraite, mais son souvenir restera gravé dans les annales de l'audiovisuel malien. Que son âme repose en paix et par ma voix, la direction de l'ERTM présente ses condoléances à la famille Sidibé. C'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.